Après 30 ans de mariage, j'ai réservé une table et j'ai attendu ma femme au restaurant. 1 heure, puis 2, aucun message. Son téléphone était éteint. À 22 heures, un homme m'a appelé, elle est ici avec moi. Elle m'a demandé d'appeler. J'ai raccroché, payé l'addition et je suis sorti comme si je quittais mon propre enterrement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Laurent Chevalier. J'ai 54 ans. Je suis expert comptable judiciaire avec plus de 28 ans de pratique professionnelle. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à détecter des mensonges dans les chiffres, des fraudes d'entreprise, des détournements de fonds et des comptabilités parallèles, construits avec la précision de ceux qui croient que personne ne regardera jamais d'assez près. J'ai témoigné devant des juges. J'ai signé des rapports qui ont fait couler des entreprises et envoyé des gens en prison. Et j'ai toujours cru que ma plus grande force était précisément cela, la capacité de voir ce que les autres cachent. C'est une ironie parfaite, n'est-ce pas? Car pendant 2 ans et 2 mois, alors que j'examinais les comptes des autres à la loupe, quelqu'un examinait les miens avec une liberté que je n'aurais jamais dû lui accorder. Mais je ne veux pas anticiper. Les histoires qui valent la peine d'être racontées se racontent par le début, pas par la fin. Et le début de cette histoire a une date, une heure et une adresse précise. C'était un vendredi d'octobre, à 19h30, au restaurant chez Richard, rue de Rivoli. Une table réservée 3 semaines à l'avance. La numéro 4, près de la fenêtre donnant sur le jardin intérieur. Valérie a toujours préféré cette table parce qu'on ne pouvait pas voir la rue de là, et elle disait qu'elle aimait dîner sans le bruit de la circulation. 30 ans à apprendre les goûts d'une personne. 30 ans à retenir des détails qui, comme je l'ai compris bien plus tard, lui importaient de moins en moins. Je suis arrivé à 19h20. J'aime arriver en avance. C'est une habitude de travail, une de celles que l'on acquiert quand on passe des décennies à coordonner des expertises avec des délais judiciaires incompressibles. Le maître d'hôtel, un homme d'une 50aine d'années nommé Romain, qui nous connaissait depuis plus d'une décennie, m'a accueilli avec la même courtoisie que d'habitude et m'a conduit à la table. Je leur avais demandé de mettre des roses blanches, qui étaient celles que Valérie portait dans son bouquet le jour de notre mariage, le 12 septembre 1994, il y a exactement 30 ans. Je me suis assis, j'ai commandé de l'eau. J'ai regardé la chaise vide en face de moi. À 20h15, j'ai commencé à l'appeler. Le téléphone sonnait et tombait sur la messagerie avec ce message automatique que l'on finit par mémoriser sans le vouloir. Je raccrochais, j'attendais 5 minutes, je rappelais. Je me disais qu'elle avait peut-être eu un problème avec la voiture, qu'il y avait des embouteillages, qu'un imprévu était survenu. Valérie n'avait jamais été une personne particulièrement ponctuelle, et j'avais appris à vivre avec ça pendant des décennies. À 20h15, Romain s'est approché discrètement et m'a demandé si je voulais commander quelque chose en attendant. J'ai dit oui pour qu'il m'apporte le menu, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de tenir quelque chose entre mes mains. J'ai continué à appeler. Cet appel. 22h13. À 21h, le téléphone de Valérie ne tombait même plus sur la messagerie. Il était simplement éteint. J'ai essayé d'appeler sa sœur, Chantal, qui vivait à Versailles. Personne n'a répondu. J'ai ensuite appelé son amie, Céline Renard, avec qui Valérie se réunissait parfois le vendredi. Céline m'a dit qu'elle ne savait rien, qu'elle ne l'avait pas vu depuis mardi. Elle l'a dit avec un ton légèrement tendu, comme quelqu'un qui choisit ses mots avant de parler, ce qu'à l'époque j'ai attribué au fait de l'avoir réveillée. J'ai rangé ce ton quelque part sans nom dans ma tête. Ce n'est que bien plus tard que je comprendrai exactement ce qu'il signifiait. J'ai commandé à dîner. Je ne me souviens pas de ce que j'ai pris. Je sais que je n'ai presque rien mangé parce que le serveur a débarrassé l'assiette avec une expression de pitié professionnelle que j'ai trouvée plus humiliante que n'importe quel mot. Les fleurs étaient toujours sur la table. Leurs pétales avaient déjà commencé à se replier vers l'intérieur, comme si elles aussi voulaient se refermer. Appel 16 et 17. La messagerie ne s'est même pas activée. À 22h10, j'ai demandé l'addition. Alors que Romain m'apportait le terminal de paiement, mon téléphone a vibré sur la nappe. Numéro inconnu. Je l'ai regardé pendant 2 ou 3 secondes avant de décrocher. J'ai pensé que c'était peut-être l'hôpital. J'ai pensé qu'il y avait pu y avoir un accident. J'ai répondu. Laurent Chevalier. La voix était celle d'un homme d'âge mûr, complètement calme, sans aucune trace d'urgence ou de gêne.
Oui, ai-je dit. Qui est-ce? Je suis une connaissance de Valérie. J'appelle parce qu'elle me l'a demandé. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Elle est ici avec moi. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles le bruit du restaurant, les conversations aux autres tables, le tintement des verres et le murmure de la cuisine à l'arrière ont continué avec une parfaite normalité autour de moi, tandis que quelque chose à l'intérieur de ma poitrine se réorganisait silencieusement. Comme les rouages d'une serrure que quelqu'un vient d'ouvrir de l'intérieur. Qu'avez-vous dit? Ai-je demandé, non pas parce que je n'avais pas compris qu'elle allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'elle ne rentrerait pas à la maison ce soir. J'ai raccroché. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas demandé son nom. Je n'ai pas crié. J'ai juste raccroché. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la nappe blanche. J'ai signé le reçu que Romain m'a tendu avec une expression qui n'était plus de la pitié, mais quelque chose ressemblant à de la consternation, et j'ai mis mon manteau. Les roses blanches sont restées sur la table. Je suis sorti dans la rue. C'était en octobre et il faisait froid. Ce froid sec de Paris qui s'infiltre par les revers. Même si mon manteau était boutonné jusqu'en haut, j'ai marché jusqu'à la voiture, je me suis assis, j'ai posé mes mains sur le volant et j'ai fixé le pare-brise sans rien voir pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. Et là, seul dans cette voiture garée à 100 mètres du restaurant où je venais de célébrer les 30 ans d'un mariage qui, de toute évidence, n'existait pas de la même manière pour nous deux, j'ai pris une décision. Je ne l'appellerai plus. Pas cette nuit-là, pas le lendemain. Pas de la manière dont je l'avais fait pendant 30 ans, avec la confiance de quelqu'un qui compose un numéro parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui pense à lui. C'était fini. Ce qui commençait maintenant était autre chose, quelque chose pour lequel, sans le savoir encore, je m'étais préparé toute ma vie professionnelle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis allongé sur le côté droit du lit, qui est le mien depuis 30 ans, et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que la lumière de l'aube commence à filtrer à travers les volets. Valérie n'est pas apparue, n'a pas envoyé de message, n'a pas appelé. L'absence était si totale et si délibérée qu'elle en était presque clinique, comme celle de quelqu'un qui a cessé de considérer qu'il est nécessaire de donner des explications. À 7h15 du matin, le téléphone a sonné. C'était Marc. Marc Lemaître a 56 ans. Il est expert comptable judiciaire comme moi, et nous travaillons dans le même domaine depuis que nous étions tous les deux de jeunes hommes avec des porte-documents neufs et des costumes qui ne nous allaient pas tout à fait. Nous nous étions rencontrés en 1993 lors d'un cours de mise à jour fiscale à Marseille, alors que nous avions tous les deux un peu plus de 20 ans et que la profession sentait encore le papier carbone et l'encre de tampon. Nous avons partagé des dossiers. Nous avons témoigné dans les mêmes procès. Nous avons pris des cafés en attendant dans les couloirs des palais de justice pendant 3 décennies. Il y a des personnes dans la vie d'un homme qui ne sont pas de la famille, mais qui occupent une place qu'aucun membre de la famille ne pourrait remplir. Marc est cette personne pour moi. La veille au soir, je lui avais envoyé un message à 23h. Juste 3 mots, elle n'est pas venue. Je n'avais rien expliqué d'autre parce qu'avec lui, je n'en ai jamais eu besoin. Il m'avait répondu en 4 minutes, on en parle demain. Je suis là. Et il avait tenu parole. Dis-moi, m'a-il dit quand j'ai décroché. Je lui ai expliqué l'essentiel, la table réservée, les appels sans réponse. L'homme au téléphone avec sa voix calme et ses mots sans la moindre once de gêne. Le silence subséquent de Valérie qui, à cette heure-là, continuait sans aucun signe de vie. Marc a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des qualités les plus rares que j'ai trouvées chez une personne tout au long de ma vie. Quand j'ai eu fini, il y a eu une courte pause. Puis il a dit. Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose est de comprendre exactement ce qui s'est passé, ai-je répondu. Et depuis combien de temps ça dure? C'était moi. Ce que j'avais toujours été avant d'être un mari, avant d'être un père, avant toute autre définition. J'étais quelqu'un qui avait besoin de comprendre les données avant de bouger la moindre pièce. Un expert n'agit pas sur des suppositions. Il agit sur des preuves documentées, vérifiables et irréfutables. Laissez-moi vous dire qui je suis, car je pense que c'est important pour comprendre ce qui a suivi. Je suis né en 1970 à Aubervilliers, dans un quartier populaire où les pères avaient des emplois stables et les mères géraient le budget du foyer avec une précision qu'aucune université n'enseigne. Mon père était technicien de maintenance dans une usine textile. Je me souviens, enfant,
de l'avoir vu revoir les factures du mois étalées sur la table de la salle à manger, avec un crayon à la main et une concentration absolue. Cela m'a marqué dès mon plus jeune âge, l'idée que les chiffres n'ont pas de mémoire sélective, que derrière chaque colonne, il y a une vérité qui ne dépend ni de l'humeur ni des circonstances, mais d'une pure arithmétique. J'ai étudié l'économie en région parisienne et je me suis spécialisé dans l'audit et l'expertise judiciaire. En 1991, alors que la France digérait encore la gueule de bois des années fastes et que les entreprises commençaient à tomber comme des dominos, je faisais mon premier stage dans un cabinet d'expertise comptable judiciaire. J'ai appris alors que les détournements d'argent ont toujours une signature. Pas une signature littérale, mais un motif, une cadence, une façon de se déplacer entre les comptes que quelqu'un qui sait regarder reconnaît, même si c'est déguisé de 1000 façons différentes. Je signe des rapports d'expertise pour des tribunaux dans toute la France depuis plus de 28 ans. Fraude fiscale, divorce avec dissimulation de patrimoine, héritage contesté, entreprise avec une comptabilité parallèle construite au fil des ans avec une patience d'horloger. J'ai vu comment les gens cachent de l'argent, et j'ai appris à le trouver. Ce métier exige de la méthode, de la froideur et une tolérance pour les détails que tout le monde ne possède pas. Surtout, il exige quelque chose qui est beaucoup plus difficile à maintenir, la capacité d'analyser avec la tête froide quand ce que vous examinez vous touche directement. Cette capacité allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant dans ma vie. J'ai épousé Valérie le 12 septembre 1994. Elle avait 22 ans, travaillait comme administratrice dans une agence, et avait une façon de rire qui remplissait n'importe quelle pièce. J'avais 24 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un dîner avec des amis communs, et 8 mois plus tard, nous avions signé les papiers. Les premières années ont été ce que l'on imagine quand on est jeune et qu'on croit que l'effort trouve toujours sa récompense. Un petit appartement en location, puis un plus grand acheté avec un prêt immobilier. La naissance de Sophie en 1997. Les dimanches à la campagne quand la petite était jeune et que nous avions encore besoin de très peu pour nous sentir complets. Il y a eu des moments difficiles. La crise de 93 nous a frappés en tant que jeunes mariés. La crise de 2008 nous a trouvés avec un prêt immobilier, une fille adolescente, et mon propre cabinet qui venait de démarrer. Nous avons survécu aux deux parce que nous tirions dans la même direction. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai fait de longues heures, trop probablement. Il y a eu des dîners que j'ai manqués. Des événements scolaires. J'arrivais en retard le week-end, l'esprit encore plongé dans un rapport, alors que mon corps était assis sur le canapé. Je ne suis pas fier de l'admettre, mais il serait malhonnête de le taire. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'en 30 ans, je n'ai donné aucune raison de douter de ma loyauté. Aucune. De l'extérieur, notre mariage projetait une solidité que les connaissances et les voisins commentaient avec une certaine admiration. Nous étions Laurent et Valérie, le couple qui durait, celui qui arrivait aux réunions ensemble et en repartait ensemble, celui qui avait survécu à tout ce à quoi les autres couples n'avaient pas survécu. J'avais préservé cette image pendant des décennies avec le même soin qu'on met à préserver quelque chose qu'on considère précieux et irremplaçable. Ce matin-là, en parlant avec Marc, le téléphone calé sur mon épaule et regardant par la fenêtre de la chambre la rue encore déserte d'un samedi matin, j'ai compris que pendant 30 ans, j'avais cru en une image qui n'existait peut-être que de mon côté du miroir. Valérie est arrivée à 11h40 du matin. Elle est entrée avec ses clés comme toujours, a laissé son sac à main dans l'entrée comme toujours, et quand elle m'a trouvé assis dans le fauteuil du salon avec une tasse de café froid sur la petite table et les yeux rivés sur elle, elle a dit sans hésiter. Je me suis senti très mal la nuit dernière. Je suis resté chez Chantal. Je n'avais plus de batterie et je ne voulais réveiller personne. Elle l'a dit en me regardant droit dans les yeux, sans détourner le regard, avec un naturel qui aurait convaincu quiconque n'avait pas passé des décennies à étudier les schémas comportementaux de quelqu'un qui construit un mensonge de toutes pièces. Je l'ai observé en silence pendant quelques secondes. Très bien, ai-je dit, et je n'ai rien ajouté de plus, car à partir de ce moment, je n'étais plus le mari qui pose des questions. J'étais l'expert qui documente. Très bien, ce furent les deux mots par lesquels j'ai clos cette conversation, et Valérie les a acceptés avec une aisance qui, même à ce moment-là, m'en disait long sur l'état réel des choses. Il n'y a eu aucun soulagement sur son visage. Il n'y a eu aucune gêne de quelqu'un qui s'attend à une confrontation qui ne vient pas. Elle a simplement hoché la tête, est allée dans la chambre pour se changer, et 20 minutes plus tard, elle était dans la cuisine en train de préparer du café comme si c'était n'importe quel autre samedi des 30 dernières années. Cette normalité,
je l'ai compris plus tard, n'était pas de l'insouciance. C'était de la pratique. J'ai vécu les jours suivants avec un autre type d'attention. Non pas l'attention d'un mari blessé cherchant la confirmation de ses pires soupçons, mais celle de quelqu'un qui a décidé de monter un dossier avant d'ouvrir la bouche. Dans ma profession, il y a un principe qu'aucun manuel n'enseigne, mais que tous les experts apprennent avec les années, le moment où vous haussez le ton et le moment où vous perdez l'information. Celui qui soupçonne et se tait continue de rassembler. Celui qui confronte trop tôt ferme des portes qui ne s'ouvriront plus jamais. J'ai donc observé. La première chose que j'ai remarquée était le téléphone. Valérie avait changé le code de déverrouillage à un moment donné au cours des derniers mois. Je m'en étais rendu compte tout à fait par hasard un dimanche après-midi, alors qu'elle avait laissé son téléphone sur le comptoir et m'avait demandé de vérifier si un message était arrivé de sa sœur, car elle avait les mains occupées. Je l'avais pris. J'avais essayé de le déverrouiller avec les 4 chiffres que je connaissais depuis des années, l'anniversaire de Sophie, et l'écran avait rejeté la tentative. Je l'ai changé. Quelqu'un a essayé de le deviner une fois, avait-elle dit de l'autre bout de la cuisine, sans se retourner. Elle l'avait dit avec la même fluidité qu'elle avait utilisée pour l'histoire de Chantal la veille, sans pause, sans détails inutiles, juste la réponse exacte et suffisante pour clore le sujet. J'avais noté mentalement la date de ce dimanche et j'étais passé à autre chose. Le deuxième schéma était plus ancien, et je ne lui avais tout simplement pas accordé l'attention qu'il méritait. Depuis quelques mois, Valérie avait pris l'habitude de sortir les mardis et jeudis après-midi, avec comme explication qu'elle s'était inscrite à des cours de yoga dans un centre du quartier du Marais. Rien d'extraordinaire à cela. Beaucoup de personnes de son âge adoptent ce genre d'habitude. Et non seulement je ne l'avais pas remis en question, mais je l'avais accueilli comme un signe qu'elle prenait soin d'elle. Le détail qui me paraissait désormais étrange était différent. Pendant tous ces mois, Valérie n'avait jamais mentionné le nom d'un seul de ses camarades de classe, aucune anecdote, aucun commentaire sur le professeur. Aucune de ces références quotidiennes qui s'infiltrent naturellement dans une conversation quand on fréquente un endroit régulièrement. Un silence absolu sur une activité qu'elle était censée pratiquer 2 fois par semaine. Le troisième élément était celui qui avait le plus de poids, bien qu'il m'ait fallu quelques jours pour le voir dans toute sa clarté. En mars de cette année-là, Valérie avait assisté à ce qu'elle décrivait comme un séminaire de développement professionnel pour le personnel administratif organisé par une association sectorielle. 4 jours, du mardi au vendredi, à Bordeaux. Elle avait mentionné le voyage bien à l'avance. Elle s'était occupée de l'hébergement elle-même et était partie avec une valise de taille moyenne et l'attitude calme de quelqu'un qui a tout organisé à l'avance. Pendant ces 4 jours, la communication entre nous avait été rare et toujours par SMS. Il n'y avait eu aucun appel vidéo, aucune photo de l'hôtel, aucune image de la ville, aucun de ces détails que les gens partagent presque automatiquement lorsqu'ils sont loin de chez eux. Je lui avais demandé un soir par message si le séminaire était intéressant. Elle avait répondu « Oui, pas mal. Je suis fatigué. On se parle demain. » Le lendemain, aucun de nous n'en avait reparlé. À l'époque, j'avais interprété cela comme la dynamique naturelle d'un couple qui est ensemble depuis des décennies et qui ne ressent plus le besoin de tenir un compte détaillé de chaque heure de la journée. Maintenant, je le lisais d'une toute autre manière. J'ai rangé ce voyage de mars dans le même dossier mental que le code changé et le silence sur le yoga. Et j'ai continué à construire. Il y a quelque chose que je dois admettre, car il serait trop facile de me présenter dans cette histoire comme quelqu'un sur qui la réalité est tombée sans aucun signe avant-coureur. Ce ne serait pas tout à fait honnête. Il y a eu des moments, au cours des 2 dernières années, qu'à l'époque j'attribuais à la fatigue, à l'âge, à cette distance graduelle qui s'installe dans les longs mariages, comme la poussière qui s'accumule dans les coins que l'on ne regarde plus. Des dîners où Valérie était physiquement présente, mais où son attention était ailleurs. Des nuits où elle s'endormait sur le côté, sans le geste habituel qui, pendant des années, avait été aussi automatique que de respirer. Un changement subtil dans sa façon de s'habiller, dans les parfums qu'elle choisissait, dans le soin qu'elle apportait à son apparence avant des sorties qui n'auraient pas nécessité un tel niveau d'attention auparavant. Rien de tout cela ne m'avait semblé être un signal d'alarme. Cela m'avait semblé être l'œuvre du temps. Et d'une certaine manière, c'est ce qui m'a le plus pesé pendant ces journées silencieuses d'observation. Non pas la trahison elle-même, qui n'avait encore ni nom ni visage concret pour moi, mais la reconnaissance du fait que moi, avec toutes mes années de formation,
J'avais appliqué le même aveuglement complaisant que je critique chez mes clients lorsqu'ils m'apportent des dossiers qui ont été négligés pendant des mois ou des années. La tendance à interpréter les données de la manière la plus favorable quand la vérité alternative est trop coûteuse à assumer. Un expert ne devrait pas faire cette erreur. Mais en dehors du bureau, je n'étais pas un expert. J'étais un homme de 54 ans qui préférait voir la routine là où il y avait une absence délibérée, et l'usure naturelle là où il y avait une décision prise sans en informer personne. J'ai passé 3 semaines dans cet état d'observation contenue. 3 semaines au cours desquelles j'ai partagé la même table au petit déjeuner, répondu avec la même correction habituelle à tout ce que disait Valérie, et maintenu une apparence de normalité aussi solide que celle qu'elle projetait elle-même. Pendant ce temps, à l'intérieur, je cartographiais chaque incohérence avec la patience qui vient avec le métier. La liste s'allongeait avec sa propre logique interne, comme cela arrive toujours quand on commence à regarder vraiment ce qu'on ne faisait qu'effleurer du regard auparavant. Et puis le relevé bancaire de septembre est arrivé. Je ne le cherchais pas spécifiquement. Je suis allé sur le portail de la banque un après-midi de semaine pour vérifier un prélèvement pour l'assurance habitation. Et pendant que je passais en revue les transactions du mois, quelque chose a attiré mon attention. Une écriture, un virement de 240 € vers un numéro de compte que je ne reconnaissais pas. Une petite somme, complètement insignifiante pour un regard non entraîné à détecter précisément ce type d'opération. Mais cela fait près de 3 décennies que je vois comment se construisent des comptabilités parallèles. Et je sais avec une certitude absolue que cela commence toujours de la même manière, par de petites sommes espacées judicieusement, conçues pour ne déclencher aucune alarme chez ceux qui regardent sans connaître le schéma. J'ai noté le numéro de compte sur un morceau de papier, je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans la poche intérieure de ma veste. Ce soir-là, pendant que Valérie regardait la télévision dans le salon avec la même placidité que d'habitude, je me suis installé dans mon bureau à la maison. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à passer en revue les relevés des 24 derniers mois avec la même méthodologie systématique que j'applique quand je reçois un nouveau dossier dans un cadre judiciaire. Ce que j'ai trouvé dans les heures qui ont suivi allait changer à jamais ma façon de comprendre les 2 dernières années de ma vie. J'ai une lampe de bureau que j'ai achetée en 1998, l'année où j'ai créé mon propre cabinet. C'est une lampe articulée en métal vert foncé, du genre qu'on ne fabrique presque plus. Valérie m'a suggéré de la changer plusieurs fois au fil des ans parce qu'elle la trouvait démodée et décalée par rapport au reste des meubles. J'ai toujours refusé. Il y a des objets qui font partie de la méthode de travail d'un homme d'une manière qui va au-delà de l'esthétique. Cette nuit-là, cette lampe est restée allumée jusqu'à 3h47 du matin. J'ai commencé par le mois d'août d'il y a 2 ans, ce qui était la limite maximale que les relevés du portail bancaire me permettaient de remonter confortablement. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, ce qui est la première étape de toute analyse d'expert, et j'ai commencé à transférer chaque transaction du compte joint avec la même méthodologie que j'applique quand je reçois un dossier judiciaire, sans hypothèse préalable. Sans chercher à confirmer quoi que ce soit en particulier, en laissant simplement les données construire leur propre narration. Pendant les 40 premières minutes, je n'ai rien trouvé qui n'ait une explication domestique raisonnable. Facture de la maison, prime d'assurance, courses au supermarché, charges de copropriété mensuelle, virement vers les comptes personnels que chacun de nous maintenait séparément pour ses dépenses individuelles. Tout semblait en ordre, tout avait la cadence prévisible d'une économie familiale de la classe moyenne gérée avec suffisamment de compétences. Et puis ils ont commencé à apparaître. Pas tous en même temps, jamais tous en même temps. C'est la première leçon qu'apprend quiconque travaille dans la détection des fraudes. Les détournements conçus par quelqu'un qui a un peu de jugeote ne se présentent jamais comme un trou évident dans le tissu des chiffres. Ils se présentent comme des irrégularités mineures, espacées intentionnellement, calibrées pour rester sous le seuil d'attention de l'observateur occasionnel. 200 € ici, 175 € là, 320 € un autre mois. Toujours vers le même compte de destination. Ce numéro que j'avais noté sur le papier plié et que j'avais maintenant étalé sur le bureau à côté du clavier. J'ai marqué chaque entrée d'une couleur différente dans la feuille de calcul. Jaune pour celles qui correspondaient à des dépenses vérifiables, rouge pour celles qui n'avaient aucune origine domestique identifiable. Au cours de la première heure de travail, la colonne rouge a accumulé 9 entrées réparties sur 8 mois. Des montants qui, individuellement, passeraient inaperçus sur le relevé de n'importe quel foyer ayant des revenus réguliers. Mais additionnés, avec la date, le montant exact et le compte de destination alignés dans des colonnes, il racontait une toute autre histoire. 2140 € en 8 mois,
juste à partir de ce que je pouvais voir sur le portail de base. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et je suis retourné au bureau. La télévision dans le salon était déjà éteinte. Valérie dormait. Je pouvais entendre la maison en silence. Ce silence particulier du petit matin qu'autrefois je trouvais réconfortant, et qui, cette nuit-là, avait une texture complètement différente. Je me suis rassis devant l'écran et j'ai continué. Pour accéder au relevé complet des 26 derniers mois, je devais les demander directement à la banque. C'est une chose que je ferai dans les jours suivants en prétextant une revue de patrimoine de routine qui n'éveillerait aucun soupçon. Mais ce que j'avais déjà devant moi était suffisant pour établir le schéma avec une certitude technique. En expertise comptable judiciaire, il y a un principe que j'ai appris dans mes premières années de pratique et que j'ai répété d'innombrables fois dans des rapports pour les tribunaux, lorsque l'échantillon partiel présente une régularité statistique cohérente. La projection sur toute la période n'est pas de la spéculation, c'est de la méthodologie. J'ai projeté, si la fréquence et le montant moyen des virements étaient restés constants au cours des 26 mois précédents, le total cumulé se situerait dans la fourchette de 38 000 € à 47 000 €. Je ne le savais pas encore avec exactitude, mais ça allait venir. J'ai enregistré le fichier avec un mot de passe, j'ai éteint l'ordinateur et je suis resté assis dans le silence du bureau avec la lampe verte toujours allumée. J'ai pensé à tous les dossiers sur lesquels j'avais travaillé au cours de ma carrière. J'ai pensé à cette entreprise de construction à Marseille en 2006, dont le directeur financier avait détourné des fonds pendant 4 ans en utilisant exactement la même technique fractionnée que j'avais devant moi. J'ai pensé au visage de cet homme lorsque j'ai présenté mon rapport d'expertise au juge. Ce mélange d'incrédulité et de défaite de quelqu'un qui pensait que personne ne regarderait d'assez près. Et j'ai pensé pour la première fois, avec une clarté qui ne laissait plus place aux nuances, que depuis plus de 2 ans, quelqu'un utilisait contre moi la même méthode que j'utilisais pour démanteler les fraudes des autres. Quelqu'un qui connaissait mon emploi du temps, mes habitudes, ma tendance à faire confiance à ce qui était devant moi sans remettre en question ce qui ne collait pas. Quelqu'un qui avait calculé que je ne chercherais pas. L'erreur de calcul était compréhensible. Pendant 30 ans, je n'avais eu aucune raison de le faire. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas ressenti la colère soudaine à laquelle on pourrait s'attendre dans une telle situation. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de plus froid et de plus persistant. Quelque chose de similaire au sentiment que l'on éprouve quand on finit d'assembler les dernières pièces d'un dossier complexe et que l'on comprend avec exactitude l'ampleur de ce que l'on a entre les mains. Ni soulagement, ni satisfaction. Juste la certitude nue de quelqu'un qui est passé du soupçon à la preuve et qui ne peut plus prétendre ne pas savoir ce qu'il sait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai agi avec précision. J'ai demandé à la banque les relevés complets du compte joint pour les 30 derniers mois, en arguant que j'avais besoin d'une documentation exhaustive pour une déclaration de patrimoine. L'agent au téléphone m'a confirmé que je les recevrais en format numérique sous 48 heures. Je les ai reçus promptement un mercredi matin, alors que Valérie était sortie. Je les ai téléchargés, transférés dans le même fichier protégé, et j'ai passé l'après-midi suivante à reporter chaque écriture dans la feuille de calcul. Quand j'ai terminé, je me suis adossé à ma chaise et j'ai lu le total qui apparaissait en bas de la colonne rouge. 43 200 € de virements fractionnés sur 26 mois vers un compte dont le titulaire m'était complètement inconnu et qui n'apparaissait sur aucun document financier partagé entre nous. Ce n'était pas un chiffre à me couper le souffle. C'était un chiffre qui confirmait avec une précision d'expert ce que le schéma avait déjà annoncé. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas une décision prise dans un moment de faiblesse ou de confusion émotionnelle. C'était une opération planifiée, soutenue dans le temps, exécutée avec la conscience de quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait et qui a décidé de continuer à le faire. 43 200 € qui étaient sortis d'un compte construit avec le travail de nous deux pendant des décennies, vers une destination que j'allais identifier avec un nom, un prénom et un numéro de carte d'identité avant qu'il ne s'écoule beaucoup plus de temps. J'ai imprimé la feuille de calcul. 52 pages. Je l'ai placée dans une chemise cartonnée marron, je l'ai fermée avec l'élastique et je l'ai rangée dans le tiroir du bas du classeur, sous une pile de vieux dossiers que personne n'ouvrirait jamais sans ma présence. Le soir même, au dîner, Valérie m'a demandé si j'avais réfléchi à ce que nous ferions pour fêter le nouvel an. Elle l'a demandé naturellement, en regardant son assiette, comme si la question était la plus logique du monde. Je n'y ai pas encore pensé, ai-je répondu, et j'ai continué mon dîner. La chemise marron dans le classeur ne suffisait pas. Je l'ai su dès la première nuit où je l'ai rangée.
Un expert comptable judiciaire peut monter un rapport financier solide, documenter des virements, projeter des schémas et présenter des chiffres à un tribunal avec la solidité de quelqu'un qui connaît la procédure par cœur. Mais il y a des questions auxquelles les chiffres ne répondent pas d'eux-mêmes. Les chiffres m'avaient dit combien d'argent était sorti et vers où. Ils ne m'avaient pas dit qui attendait de l'autre côté de ce compte. Ils ne m'avaient pas dit avec quel visage, avec quel nom, avec quelle histoire. Pour cela, il fallait quelqu'un qui travaillait là où les relevés bancaires n'allaient pas. J'ai appelé Marc un lundi matin depuis mon bureau, la porte fermée. Je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé. Pas tous les détails, mais assez pour qu'il comprenne la dimension réelle de l'affaire. Marc a écouté avec cette attention qu'il a lorsqu'il traite quelque chose qu'il considère grave. Et quand j'ai eu fini, il y a eu une pause de plusieurs secondes avant qu'il ne parle. « Je connais quelqu'un », a-t-il dit. Il s'appelle Félix. Félix Chanoine. Il a été dans la gendarmerie pendant 12 ans. Brigade de police judiciaire. Il travaille à son compte depuis 8 ans. Je l'ai utilisé dans une affaire de divorce il y a 3 ans. Celle de l'homme d'affaires de Nanterre dont je t'avais parlé. Discret, méthodique. Cher. Mais il n'y a personne de meilleur pour ce dont tu as besoin. Tu as ses coordonnées. Je te les envoie tout de suite. J'ai appelé Félix Chanoine le même après-midi. Il a 51 ans. Une voix qui transmet la sobriété de quelqu'un qui a appris au fil des ans que les mots en trop coûtent cher, et une façon d'écouter qui me rappelait les meilleurs professionnels avec lesquels j'ai travaillé tout au long de ma carrière. Des gens qui laissent l'autre finir avant de poser la moindre question. Et quand ils posent des questions, ils le font avec une précision qui indique qu'ils ont déjà une réponse approximative. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café près de son bureau à Montreuil, loin de tout endroit que Valérie pourrait fréquenter. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Il est arrivé à l'heure, avec un porte-documents en cuir usé et une veste en laine grise qu'il portait avec le naturel de quelqu'un qui ne prête pas beaucoup d'attention à sa tenue. Nous avons commandé des cafés. J'ai présenté le dossier avec la même froideur technique que j'aurais utilisée lors d'une réunion avec un client, les faits avérés, la chronologie, les informations que j'avais déjà documentées, et ce que je devais corroborer. Félix a pris de brèves notes dans un carnet à spirale sans lever les yeux pendant que je parlais. Quand j'ai terminé, il a bu son café, fermé son carnet et a dit « J'ai besoin de 3 semaines pour, au maximum, 600 € d'avance, et le reste à la remise du rapport. Je ne travaille pas avec des acomptes intégraux parce que, de cette façon, aucune des parties ne subit de pression injustifiée. » Il m'a fait l'effet d'un homme qui comprenait comment la confiance se construit entre professionnels. Nous nous sommes mis d'accord sur les termes, nous avons signé un contrat de service avec l'entête de son entreprise et nous avons quitté le café dans des directions opposées. Au cours des semaines suivantes, j'ai maintenu la même routine sans rien changer. Je suis allé au bureau. J'ai géré 2 nouvelles expertises qui sont arrivées par les tribunaux. J'ai dîné avec Valérie tous les soirs, j'ai répondu à ses messages avec la normalité habituelle et j'ai dormi à côté d'elle sans qu'aucun geste ne trahisse ce que je préparais. Certains pourraient se demander comment on peut supporter cela. Je n'ai pas de réponse simple. Ce que je peux dire, c'est que lorsque vous avez passé des décennies à apprendre à séparer votre état émotionnel du travail que vous avez devant vous, la retenue devient presque un réflexe. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la discipline. Et la discipline a un prix que l'on paie plus tard, jamais sur le moment. Marc m'a appelé 2 ou 3 fois pendant cette période avec l'excuse de questions professionnelles, simplement pour me faire savoir qu'il était toujours disponible sans rajouter de fardeau. C'est ce qu'il fait quand il veut être présent sans insister. Je le connais depuis trop d'années pour ne pas reconnaître ce geste. Félix Chanoine m'a contacté un mardi de novembre, 22 jours après notre réunion à Montreuil, non pas par téléphone, mais par un bref message qui disait seulement « J'ai ce qu'il vous faut. Quand pouvez-vous passer ?» Nous avons convenu de nous rencontrer le même après-midi, mais ni dans son bureau, ni dans le mien. J'ai demandé à Marc, et il a accepté sans poser de questions, la salle de réunion de son bureau, à un étage discret d'un immeuble de la rue d'Assas. Il y avait quelque chose dans le fait de recevoir ce rapport en dehors de mon propre environnement professionnel qui me semblait nécessaire, bien qu'à ce moment-là, je n'aurais pas pu expliquer exactement pourquoi. Je suis arrivé à 17h15. Marc nous a laissés seuls dans la pièce, a fermé la porte en sortant, et n'a passé la tête que 20 minutes plus tard pour voir si nous avions besoin de quelque chose. Nous avons dit non.
Félix a ouvert son porte-documents et a posé sur la table une enveloppe Kraft fermée par un fermoir métallique. Épaisse, plus épaisse que ce à quoi je m'attendais. Le sujet s'appelle Germain Delcourt, a-t-il dit. 47 ans, propriétaire d'une agence de courtage immobilier basée dans le 8e arrondissement. Marié, 2 enfants. La relation avec votre femme est active, selon ce que j'ai pu documenter. Depuis pas moins de 2 ans et 3 mois. Il y a des archives photographiques de 14 rencontres dans différents établissements, 3 séjours à l'hôtel vérifiés. Il fit une brève pause. Et un voyage à l'étranger, à Lisbonne, pendant des jours en avril. Avril. Le voyage que Valérie m'avait présenté comme un séminaire professionnel avait eu lieu en mars, et c'était à Bordeaux. Lisbonne, c'était autre chose. Un autre mois, une autre histoire que j'ignorais complètement parce que personne ne me l'avait racontée. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y a des choses que l'on pense pouvoir anticiper, et puis elles s'avèrent complètement différentes quand elles arrivent réellement. J'avais travaillé avec des dossiers d'enquête privée dans plusieurs procédures judiciaires tout au long de ma carrière. Je les avais lus comme des documents techniques avec la distance d'un professionnel évaluant les preuves des autres. Je savais parfaitement ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe avant de l'ouvrir. Et pourtant, quand j'ai sorti la première photographie et que je l'ai vue, mon cerveau a mis 2 ou 3 secondes à traiter ce que mes yeux transmettaient, comme s'il y avait un court-circuit entre l'image et sa signification. C'était Valérie, sur la terrasse d'un restaurant que je ne reconnaissais pas, assise en face d'un homme aux cheveux foncés, de corpulence moyenne, en costume sans cravate, légèrement penché en avant au-dessus de la table, avec une expression que je connaissais très bien. Cette façon d'écouter qu'elle a quand quelque chose l'intéresse sincèrement. Cette légère courbe de ses lèvres qui m'avait autrefois été adressée avec le même naturel qu'elle adressait maintenant à cet homme. J'ai posé la photographie face vers le bas sur la table. J'ai passé en revue le reste de l'enveloppe pendant les 10 minutes qui ont suivi dans un silence absolu. Félix n'a rien dit. Il a attendu, les bras croisés, le regard fixé sur la fenêtre, avec la discrétion de quelqu'un qui comprend qu'il y a des moments où la chose la plus professionnelle à faire est simplement de ne pas interrompre, même si votre corps occupe toujours le même espace. Quand j'ai eu fini, j'ai tout remis dans l'enveloppe, j'ai rabattu le volet et je l'ai tenu entre mes mains pendant un instant. Bon travail, ai-je dit. Félix a hoché la tête, a pris son porte-documents et est parti. Peu de temps après, Marc est entré. Il s'est assis de l'autre côté de la table et m'a regardé sans rien dire. Il n'a pas posé de questions. Il était juste là, ce qui était exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. 30 minutes plus tard, je suis descendu au parking, je suis monté dans la voiture et j'ai posé mes mains sur le volant. Elles étaient moites. Je les ai regardées pendant quelques secondes comme si elles appartenaient à quelqu'un qui n'était pas moi. Puis j'ai démarré la voiture, je me suis engagé dans la rue et je suis rentré chez moi, avec l'enveloppe Kraft sur le siège passager, conscient que ce qu'elle contenait allait changer la direction de tout ce qui allait suivre, mais que ce n'était pas encore le moment d'agir. Il manquait une pièce. Je ne savais pas encore que cette pièce était celle qui causerait le plus de dégâts. J'ai rangé l'enveloppe Kraft dans le même classeur où reposait déjà la chemise marron avec la feuille de calcul. Je les ai mises ensemble dans le tiroir du bas, sous les vieux dossiers. 2 documents qui, séparément, racontaient des histoires incomplètes et qui, ensemble, formaient quelque chose qui ne laissait plus aucune interprétation alternative raisonnable. Je me suis couché cette nuit-là avec la certitude que j'en avais assez pour agir, et avec le malaise de quelqu'un qui presque il y a encore quelque chose qui n'a pas totalement émergé. Ce malaise avait un nom, bien que je ne le susse pas encore. 4 jours après la réunion au bureau de Marc, j'ai reçu un message de Félix Chanoine. Bref, comme tous les siens. Quelque chose est apparu que je pense que vous devez savoir. Cela ne fait pas partie de la mission initiale. Pas de frais supplémentaires. Vous pouvez passer cette semaine. Nous nous sommes retrouvés le jeudi, cette fois à son bureau. Un petit espace bien rangé à un étage intérieur d'un immeuble à Montreuil, avec une seule fenêtre donnant sur une cour intérieure et une étagère de classeur gris numéroté à la main. Le genre d'endroit où la discrétion n'est pas un choix esthétique, mais une condition de travail. Félix m'a accueilli avec le même ton sec que d'habitude, m'a indiqué la chaise devant son bureau et a ouvert une fine chemise sans préambule. Lors de la surveillance, j'ai documenté quelque chose qui ne faisait pas partie du profil du sujet principal, mais que je considère de mon devoir de signaler, a-t-il dit. Je vous demande de le lire en premier et de me dire ensuite si vous avez des questions.
Il a poussé la chemise de mon côté du bureau. À l'intérieur se trouvaient 3 pages et une photographie en couleur imprimée sur du papier mat au format A4, avec la date et l'heure dans la marge inférieure droite. Je l'ai lu avec la même méthodologie que j'utilise toujours pour lire n'importe quel document, de haut en bas, sans sauter de paragraphe, sans aller directement à la conclusion. La deuxième page contenait la description de l'incident. Le 19 juin de l'année précédente, à 12h48, Valérie Mercier et Germain Delcourt étaient assis sur la terrasse d'un café dans le quartier du Marais. La surveillance de ce jour-là avait été documentée dans le cadre de la phase initiale de la mission. Ce que Félix avait consigné comme fait supplémentaire était le suivant: à 12h56, une jeune femme marchant sur le trottoir avait reconnu Valérie, s'était arrêtée et avait eu un bref échange avec elle et Germain, d'environ 3 minutes. À la fin de l'échange, la jeune femme avait poursuivi son chemin. Félix avait identifié la jeune femme grâce à un suivi ultérieur et à une vérification sur les réseaux sociaux. C'était Sophie. Sophie Chevalier-Mercier, ma fille, 27 ans. La fille qui était née en 1997, qui avait grandi en regardant son père travailler avec des papiers sur la table de la salle à manger, qui avait obtenu son diplôme de commerce il y a 5 ans et qui, depuis lors, travaillait dans un cabinet de conseil dans le centre de Paris. Je me suis arrêté à ce point du récit, j'ai levé les yeux de la page et j'ai gardé mon regard fixé sur un point indéterminé du mur pendant plusieurs secondes. Félix n'a rien dit. Puis j'ai regardé la photographie. Elle était nette, prise d'une distance suffisante pour ne pas attirer l'attention, avec le type d'objectif qui permet ce travail sans compromettre la discrétion de l'opérateur. On pouvait voir Valérie de profil, Germain Delcourt de face, et Sophie debout près de la table, son sac à main en bandoulière, légèrement penché vers Valérie dans l'attitude de quelqu'un qui échange quelques mots avant de partir. L'expression de Sophie sur l'image n'était pas celle de la surprise. Il n'y avait aucun des signes physiques dans sa posture de quelqu'un qui est tombé sur quelque chose d'inattendu et qui en encaisse le choc. C'était l'expression et le langage corporel de quelqu'un qui salue des personnes qu'il reconnaît normalement, ce qui signifiait que ce n'était pas la première fois, ou que du moins, la situation ne lui avait pas semblé assez étrange pour l'arrêter. J'ai remis les pages dans la chemise, je les ai replacées soigneusement, sans me presser, comme je le fais toujours quand j'ai besoin que mes mains aient quelque chose de concret à faire pendant que le reste de moi fonctionne à un rythme différent. J'ai refermé la couverture et je l'ai repoussé vers Félix. « Y a-t-il autre chose ?» ai-je demandé. « Non, c'est tout. » J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je suis parti. J'ai une habitude, quand je traite quelque chose qui a besoin d'espace, je marche. Pas vers un endroit en particulier, juste pour mettre mon corps en mouvement, parce que le mouvement physique accomplit quelque chose qu'un corps immobile ne peut pas atteindre. Ce jeudi-là, j'ai marché depuis le bureau de Félix jusqu'au parking où j'avais laissé ma voiture, ce qui représentait environ 15 minutes de marche. Et pendant ces 15 minutes, je n'ai pensé à rien d'assez clair pour que cela s'appelle une pensée. J'ai juste marché, je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la porte et je suis resté là. 40 minutes. Je sais que ça faisait 40 minutes parce que quand je suis monté dans la voiture, l'horloge du tableau de bord indiquait 11h52. Et quand j'ai démarré le moteur, il était 12h31. 40 minutes dans un parking à Montreuil, avec mes mains sur le volant et mes yeux fixés sur le mur de béton devant le capot. Sans écouter la radio, sans regarder mon téléphone, sans rien faire du tout. Ce n'était pas la trahison de Valérie qui m'avait paralysé. Ça avait déjà une forme. Ça avait déjà un nom et un prénom. C'était déjà documenté dans 52 pages d'analyse comptable et dans une enveloppe de photographies avec des dates et des heures. C'était quelque chose pour lequel j'avais déjà construit une réponse professionnelle, même si je n'avais pas fini de construire la réponse humaine. Ce qui m'avait arrêté pendant 40 minutes dans ce parking, c'était autre chose. Sophie savait. Ma fille savait depuis plus d'1 an. Elle avait vu sa mère sur une terrasse du Marais avec un homme qui n'était pas son père, en plein midi, dans une attitude qui ne nécessitait aucune interprétation élaborée pour être comprise. Et elle avait choisi de ne rien dire. Pas ce jour-là, ni le lendemain, ni dans aucun des plus de 300 jours qui s'étaient écoulés depuis. Elle avait continué à venir dîner le dimanche. Elle avait continué à appeler le samedi matin. Elle avait continué à s'asseoir à la même table que son père avec le même naturel que d'habitude, en sachant ce qu'elle savait. J'ai repensé au dernier dîner du dimanche. Sophie avait apporté une bouteille de vin parce qu'elle disait qu'on lui en avait offert plusieurs à son travail et qu'elle voulait les partager. Elle s'était montrée amicale, enjouée,
parlant d'un nouveau projet dans son entreprise. Valérie avait cuisiné de l'agneau. J'avais débarrassé la table pendant qu'elles discutaient toutes les deux dans le salon. Une scène de famille tout à fait ordinaire. Et nous trois, chacun pour des raisons différentes, nous savions quelque chose qu'aucun de nous n'avait mis sur cette table. Je ne ressentais pas de colère à ce moment-là, ni le genre de blessure vive qu'une trahison produit quand elle arrive de manière inattendue. Ce que je ressentais ressemblait davantage à de la perte. Le sentiment que l'on a quand on comprend que quelque chose qu'on croyait solide était en réalité autre chose depuis longtemps, et que le seul à ne pas l'avoir vu, c'était précisément vous. La trahison de Valérie était une fissure dans un mariage. Le silence de Sophie était une fissure dans quelque chose que je n'avais jamais envisagé de voir se fissurer. Quand j'ai finalement démarré la voiture et quitté le parking, j'avais pris une décision concernant Sophie. Je ne l'exécuterai pas encore. D'abord, il fallait clore le reste. Mais elle était prise avec la même clarté et la même froideur que j'avais eu pour documenter chaque virement dans cette feuille de calcul. Il y a des personnes à qui, quand elles vous déçoivent pour la première fois, vous donnez une seconde chance. Il y a des personnes qui, quand elles vous déçoivent d'une certaine manière, c'est simplement d'occuper la place qu'elles occupaient auparavant. Non pas par vengeance, ni par punition calculée, mais parce que la confiance n'est pas une ressource que l'on peut renouveler indéfiniment. Et une fois que quelqu'un vous montre comment il choisit quand il a à choisir, vous savez pour toujours ce que vous aviez besoin de savoir sur cette personne. Sophie avait 27 ans, et elle avait déjà pris la décision la plus importante qu'elle prendrait jamais concernant son père. Probablement sans comprendre pleinement ce que cette décision signifierait. Le dimanche suivant, elle est venue dîner comme d'habitude. Elle a apporté des fruits de saison. Elle a été amicale. Elle est restée jusqu'à 22h30. Elle a dit au revoir avec la bise sur la joue habituelle. Je lui ai rendu ce geste avec le même naturel que toujours. Et en refermant la porte derrière elle, je me suis dit qu'à cet instant, nous étions deux personnes qui savaient la même chose et qu'aucun de nous n'allait encore le dire. Mais cela allait bientôt changer. J'ai aussi choisi un restaurant que Sophie ne connaissait pas. C'était important. Quand on travaille sur des dossiers pendant des années, on apprend que l'environnement physique conditionne toute conversation. Les gens parlent différemment dans des lieux qui ont une histoire accumulée, où les reflets du passé interfèrent avec la concentration du présent. J'avais besoin d'un espace neutre, sans mémoire commune, où les deux personnes assises à cette table étaient exactement ce qu'elles étaient et non ce qu'elles avaient été. C'était un mercredi. J'avais appelé Sophie le lundi matin sous prétexte que nous n'avions pas déjeuné seuls depuis un moment, qu'on m'avait recommandé un nouvel endroit près de son bureau. Elle avait accepté sans hésitation, avec ce ton de légère satisfaction qu'elle a quand elle pense que tout se déroule normalement. Nous nous étions donné rendez-vous à 14h. Je me suis habillé du costume bleu foncé que j'utilise pour mes comparutions au tribunal. Je n'y ai pas pensé consciemment. Je l'ai sorti du placard et je l'ai enfilé. Ce n'est qu'en ajustant ma cravate devant le miroir de la chambre que j'ai remarqué ce que j'avais fait, et j'ai décidé que c'était approprié parce que ce qui allait se passer dans ce restaurant était, à sa manière, une comparution. Dans la poche intérieure de ma veste, pliée en 4 avec assez de soin pour ne pas froisser l'image, j'avais la photographie que Félix avait prise le 19 juin de l'année précédente sur la terrasse du Marais. Juste celle-là. Pas de dossier, pas de rapport, rien qui nécessite une chemise ou une enveloppe, juste une photographie au format pleine page pliée dans la poche gauche au niveau de la poitrine. Je suis arrivé avant Sophie. J'ai demandé une table pour deux à l'intérieur, loin de la porte et du comptoir, dans un coin avec suffisamment de distance par rapport aux tables adjacentes. L'endroit était calme à cette heure-là, avec un murmure de fond de déjeuner de semaine et une lumière tamisée provenant de fenêtres orientées au nord. J'ai commandé de l'eau et j'ai attendu. Sophie est arrivée à 14h10 avec le manteau beige que nous lui avions offert l'hiver précédent et le sac en cuir marron qu'elle portait depuis qu'elle avait obtenu son diplôme. Elle avait l'air reposée. Elle s'est assise avec cette aisance naturelle qu'elle a toujours eue, a posé son sac sur la chaise adjacente et m'a regardé avec le sourire franc d'un mercredi où tout semble être en ordre. « Quel endroit calme », a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Je ne connaissais pas. On me l'a recommandé récemment, ai-je répondu. Nous avons commandé. Sophie a choisi une salade et des pâtes. J'ai commandé sans prêter beaucoup d'attention au menu. Nous avons discuté pendant les premières minutes avec la fluidité habituelle, son travail, un client difficile qu'elle avait eu cette semaine-là, quelque chose qu'un collègue du bureau lui avait raconté. J'ai répondu avec attention, j'ai fait un commentaire,
j'ai gardé le fil. Une conversation tout à fait ordinaire entre un père et sa fille, un mercredi comme un autre. Les plats sont arrivés, le serveur s'est retiré. Il y a un moment de silence naturel, le genre qui se produit quand deux personnes prennent leur couvert et que le rythme de la conversation fait une brève pause avant de reprendre. À ce moment-là, j'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai sorti la photographie, je l'ai dépliée calmement sur la nappe blanche, je l'ai tournée face à Sophie, et je l'ai posée entre nos deux assiettes sans prononcer un seul mot. Sophie l'a regardée. Elle l'a regardée pendant 4 ou 5 secondes, les yeux fixés sur l'image. J'ai vu la couleur de son visage changer d'une manière très légère, mais tout à fait indéniable pour quelqu'un qui a passé des décennies à lire les expressions dans les salles d'audience. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un qui voit quelque chose pour la première fois et qui a besoin de l'assimiler. C'était l'expression de quelqu'un qui reconnaît une chose qu'il savait déjà et qui vient de comprendre que l'autre personne la sait aussi. Elle a posé ses couverts sur son assiette. Très lentement, avec ce soin exagéré que l'on met dans les petits gestes quand le corps a besoin de gagner quelques secondes pour que la tête trouve les bons mots. « Sophie, je ne vais pas te demander de t'expliquer, ai-je dit. » Ma voix est sortie avec un calme qui m'a surpris moi-même à ce moment-là. « J'ai juste besoin que tu répondes par oui ou par non. » Le savais-tu ? Sophie a fixé la photographie pendant encore quelques secondes. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Oui, a-t-elle dit. Un seul mot. Sans explication, sans l'excuse immédiate que j'attendais à la suite. Depuis quand ? Depuis ce jour-là. Elle a désigné l'image par un tout petit mouvement de la tête. Depuis juin de l'année dernière. Le silence qui a suivi était différent de n'importe quel autre dans cette histoire. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui attend que l'autre parle. C'était le silence de deux personnes qui viennent d'être laissées dans le même espace avec une vérité qu'aucun des deux ne peut remettre à sa place. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Sophie a pris une inspiration, a détourné le regard un instant vers la fenêtre, puis m'a regardé à nouveau. Parce que je ne voulais pas être celle qui détruisait quelque chose qui tenait debout depuis 30 ans. Parce que je pensais que c'était peut-être temporaire et que le nommer le rendrait permanent. Parce que je ne trouvais pas de moyen de te le dire sans que tout ne se brise. Elle a fait une pause. Et parce que j'avais peur. Peur de quoi ? De ce que tu ressens en ce moment même. Je n'ai pas répondu à ça. La réponse que j'avais ne servirait pas ce que Sophie attendait. Ce que je ressentais à ce moment-là était trop ordonné pour être appelé colère, trop froid pour être appelé douleur. Cela ressemblait plutôt à ce sentiment qui vient à la fin d'une longue analyse d'expert, quand on finit de relire la dernière page et qu'on comprend que le tableau d'ensemble est exactement aussi grave que l'indication préliminaire le suggérait. Une confirmation. La fermeture d'un cercle qu'on espérait ne pas voir se refermer complètement. Je ne voulais pas me mettre au milieu, a ajouté Sophie d'une voix plus basse. Ce n'est pas que ça m'était égal. Ça ne l'était pas, mais je ne trouvais pas de moyen de faire. Je l'ai observé un long moment. Puis j'ai repris la photographie sur la table, je l'ai repliée avec le même soin qu'auparavant, et je l'ai remise dans la poche de ma veste. Je comprends ce que tu m'expliques, ai-je dit, et c'était vrai. Je pouvais comprendre chaque argument rationnel derrière ce choix. Je pouvais comprendre la position dans laquelle se trouve une jeune personne quand elle a des informations qui pourraient détruire la structure familiale dans laquelle elle a grandi. Je la comprenais avec la partie de moi qui analyse les situations et évalue les motivations. Ce que je ne pouvais pas faire, c'était prétendre que cette compréhension changeait ce que le choix de Sophie signifiait pour moi. Ce qui n'est pas possible, ai-je continué sur le même ton, c'est d'agir comme si, pendant plus d'1 an, tu n'avais pas su quelque chose que j'avais le droit de savoir. Tu as fait un choix et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec ce choix. Sophie n'a pas répondu. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas. J'ai remarqué cette retenue, aussi. C'était un trait qu'elle avait hérité, même si à ce moment-là elle l'utilisait pour tenir une position que je n'étais pas en mesure de valider. J'ai appelé le serveur, j'ai demandé l'addition. Sophie a essayé de sortir son portefeuille, et je l'ai arrêté d'un geste de la main, sans dureté, mais sans laisser de place à l'interprétation. J'ai payé, j'ai mis mon manteau, et quand nous avons été tous les deux sur le trottoir, je lui ai dit au revoir avec la correction habituelle. Sans la froideur calculée de quelqu'un qui punit, mais aussi sans la chaleur qui avait caractérisé chaque au revoir précédent pendant 27 ans. « Est-ce que ça va aller pour nous ?» a-t-elle demandé avant que je ne me détourne.
Ça dépend de beaucoup de choses qui ne se sont pas encore produites, ai-je répondu. Et j'ai commencé à marcher vers le parking sans me retourner. L'après-midi même, à 17h15, j'ai appelé Alain Montfort, 58 ans, exerçant le droit de la famille depuis plus de 25 ans, avec une connaissance des biens matrimoniaux dans les procédures contentieuses que peu d'avocats à Paris peuvent égaler. Je l'avais sollicité il y a des années pour une affaire connexe d'expertise, et depuis, nous avions entretenu une relation de respect professionnel mutuel. Je lui ai dit que je devais revoir mon testament au plus vite. Nous avons convenu de nous voir le vendredi suivant. Quand j'ai raccroché et que je me suis assis dans mon bureau, alors que l'après-midi s'assombrissait de l'autre côté de la fenêtre, j'ai su que la période d'observation était définitivement terminée. Ce qui suivait était la partie pour laquelle, sans jamais l'avoir su, je m'étais professionnellement préparé toute ma vie. Et la pire couche de tout ce qui restait à découvrir était encore à venir. La rencontre avec Alain Montfort a eu lieu un vendredi à 11h du matin, dans son cabinet de l'avenue Marceau. Un espace sobre et bien ordonné, avec des étagères occupant 2 murs entiers et une table en chêne foncé où les dossiers étaient empilés avec une logique que seul leur propriétaire maîtrisait complètement. Alain a 58 ans, les cheveux complètement blancs depuis la fin de la quarantaine, et une façon d'écouter qui ne projette jamais la hâte, même s'il a 3 réunions en attente. C'est le genre d'avocat qui ne vous dit pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin de savoir. Et cette qualité est précisément la raison pour laquelle je l'avais appelé. J'ai présenté le dossier avec la même structure que j'utilise pour toute mission d'expertise, la chronologie avérée, la documentation disponible, l'étendue de ce que j'avais déjà et ce qui restait encore à confirmer. Alain a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo sur le bloc-notes et s'est légèrement adossé à son fauteuil. J'ai besoin de toute la documentation bancaire certifiée, du rapport d'enquête privée confirmant le mode opératoire, et de votre analyse comptable sous format d'expertise. Pas comme des notes de travail, mais comme un document technique. Avec cela, nous montrons simultanément la requête en divorce contentieux et l'action en restitution de biens. Il a fait une brève pause. De combien de temps avez-vous besoin pour réunir tout ça? 1 semaine, ai-je répondu. Cela m'a pris 9 jours. Non pas parce que la documentation bancaire présentait des difficultés, les relevés certifiés sont arrivés rapidement de l'institution financière, et le rapport de Félix Chanoine était déjà signé et en ma possession. Ce qui a pris du temps, c'est la partie qui relevait directement de ma responsabilité, la préparation de l'analyse comptable d'expertise complète. Pas la projection de travail que j'avais construite cette première nuit avec la lampe verte allumée jusqu'à 4h du matin, mais un véritable document technique complet, avec une méthodologie explicite, des références réglementaires et des conclusions numérotées. Le genre qu'on rédige quand on sait que chaque paragraphe sera lu par un juge. Il y a une différence fondamentale entre analyser des chiffres pour soi-même et transformer cette analyse en rapport d'expertise pour une procédure judiciaire. La première est une opération de compréhension. La seconde est une opération de construction, où chaque affirmation doit être étayée par des preuves qui ne laissent aucune place à une réfutation raisonnable. Je faisais ce travail avec les chiffres des autres depuis près de 3 décennies. Le faire avec les siens a une texture complètement différente qu'aucune expérience professionnelle ne peut totalement amortir. C'est au cours de cette semaine que j'ai découvert la 4e couche. Je l'avais pressenti en marge de l'analyse préliminaire, mais je ne l'avais pas documenté, car à l'époque je ne disposais pas des relevés certifiés complets. En incorporant la documentation bancaire officielle au rapport, elle est apparue avec une clarté qui ne laissait plus de place à une interprétation alternative. Le compte de destination des virements fractionnés n'était pas un compte courant personnel au nom de Valérie. C'était un compte associé à une société à responsabilité limitée, SARL, constituée 18 mois avant la nuit de notre anniversaire, avec pour objet social la gestion de patrimoine et l'investissement immobilier. Une société dont le second propriétaire, avec une participation de 49%, était Germain Delcourt. 43 200 € provenant de notre compte joint avaient été virés en 26 mois vers une société que Valérie partageait avec son amant. Ce n'était pas une trahison émotionnelle qui avait escaladé jusqu'au financier. C'était une opération planifiée depuis ses fondements mêmes. La société avait été créée avant que je n'ai pu détecter le moindre schéma dans les relevés, avant qu'il n'y ait la moindre raison visible de soupçonner quoi que ce soit. À une époque où j'étais complètement absorbé par 2 expertises simultanées qui me prenaient la plus grande partie de mes journées. L'argent n'avait pas financé des caprices ou les dépenses d'une relation clandestine.
il avait financé la construction d'une plateforme économique commune avec une autre personne, en utilisant des ressources qui nous appartenaient à tous les deux. Mais ce n'était pas tout. En passant en revue les mouvements les plus récents de cette société, j'ai trouvé une écriture datant de 6 mois, un virement sortant de 8 400 € depuis le compte de la société vers une autre banque, avec un libellé qui, dans le secteur immobilier, correspond sans équivoque à une indemnité d'immobilisation pour une promesse de vente. Quelqu'un avait versé un acompte sur une propriété. Je ne pouvais pas déterminer à partir de l'analyse comptable de quel bien il s'agissait, mais Alain pourrait le demander par voie légale une fois la procédure entamée. J'ai terminé le rapport à 2 h du matin un mardi. 52 pages. Je l'ai imprimé dans mon bureau à la maison avec l'imprimante pour documents techniques que j'utilise pour mes missions judiciaires. Je l'ai paginé, je l'ai relu de la première à la dernière page, et je l'ai placé dans une chemise bleue à élastique. La couleur que j'utilise pour les rapports ayant une plus grande gravité procédurale ou une habitude de travail acquise il y a si longtemps que je ne me souviens même plus exactement quand elle a commencé. Je l'ai remis à Alain le mercredi suivant à 10 h 30 du matin. Il l'a reçu, l'a ouvert à la première page, a lu le sommaire en silence pendant environ 1 minute, puis l'a refermé. Il m'a regardé. « C'est solide », a-t-il dit. « C'est très solide. »« Je sais », ai-je répondu. « J'ai besoin de 2 jours pour le réviser complètement et préparer la stratégie procédurale. Je vous appellerai vendredi. » J'ai hoché la tête, je me suis levé, je lui ai serré la main et je suis sorti dans le couloir. La secrétaire, une femme d'une 40aine d'années nommée Rose, qui travaillait dans ce cabinet depuis avant que je le connaisse, a levé les yeux de son ordinateur et m'a adressé un geste aimable. Le genre de geste que font les gens quand ils sentent que quelque chose d'important vient de se passer dans le bureau que vous venez de quitter. Je me suis assis sur le banc dans la salle d'attente. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai fait. Ce n'est pas le genre de geste qui ferait partie de mon comportement habituel, mais mes genoux ont pris cette décision avant que ma tête n'ait eu la chance de les rediriger vers la sortie. Et je me suis retrouvé assis sur ce banc en bois clair, les mains sur les cuisses et les yeux fixés sur le sol en marbre beige de la réception, regardant les détails des veines de la pierre sans vraiment voir aucune d'entre elles. 30 ans. 30 ans de travail, de prêts immobiliers remboursés, de vacances planifiées des mois à l'avance, de dizaines de Noël, de dimanche matin avec le journal dans la cuisine, de nuits qui, sur le moment, semblaient ordinaires et qui prenaient maintenant un poids rétrospectif complètement différent. 30 ans qui, à cet instant précis, assis sur ce banc de réception avec 52 pages d'un rapport d'expertise qui venait d'être remis de l'autre côté de la porte, se réorganisait à l'intérieur de ma poitrine avec la lourdeur lente et irrévocable de quelque chose qui trouvait enfin sa place exacte après avoir été au mauvais endroit pendant trop longtemps. Je n'ai pas pleuré, mais j'en ai été proche. Plus proche que je ne l'avais été dans toute cette histoire, y compris le soir de l'anniversaire et pendant les 40 minutes dans le parking de Montreuil. Peut-être parce que ces fois-là, la douleur avait encore la texture de la surprise, et que cette fois, non. C'était la douleur de la confirmation totale, de la conclusion définitive, de la compréhension qu'aucune partie de tout cela n'aurait pu être différente si j'avais regardé plus tôt avec suffisamment d'attention. Rose s'est levée de son bureau sans rien dire, est allée dans la petite cuisine adjacente et est revenue avec un verre d'eau. Elle l'a posé sur la petite table à côté du banc, et est retournée à sa place en silence. Elle n'a rien demandé. Elle n'a fait aucun commentaire. Elle a juste apporté l'eau et est partie. Parfois, la plus grande forme de respect qu'une personne puisse vous offrir est de ne pas transformer votre moment en une conversation. J'ai bu l'eau lentement. Je suis resté sur ce banc quelques minutes de plus. Puis je me suis levé, j'ai ajusté mon manteau, j'ai pris mon porte-documents et je me suis dirigé vers l'ascenseur. En arrivant dans la rue, quand l'air froid de novembre m'a frappé le visage, j'ai senti que la partie la plus dure de tout ce processus était déjà passée. Ce qui allait suivre ne serait pas facile, mais ce serait ordonné, documenté et définitif. Et cela, pour un homme comme moi, c'était ce qui se rapprochait le plus du contrôle qu'on puisse atteindre dans une situation qui, selon certains, m'aurait complètement submergé. Alain a appelé le vendredi comme il l'avait promis. Il était 17 h 45 et je terminais la relecture d'un rapport d'expertise non lié, une mission de routine pour une entreprise de transport qui avait besoin de certifier l'évaluation de sa flotte pour un tribunal de commerce. Il y a quelque chose d'étrangement utile dans le travail ordinaire pendant les périodes de tension prolongée. Ça maintient les mécanismes actifs. Ça empêche l'esprit de se fixer en permanence sur le seul sujet qui compte vraiment. J'ai revu l'intégralité du rapport,
a dit Alain sans préambule. Ce que vous avez sur la SARL est décisif. Cela change la nature de la procédure parce que nous ne parlons plus seulement d'un divorce avec dissimulation d'actifs, mais d'une disposition unilatérale des biens de la communauté au profit d'un tiers. Cela entraîne des conséquences procédurales spécifiques qui nous permettent d'aller plus loin que nous ne l'aurions pu avec une plainte standard. Jusqu'où? La restitution intégrale des 43 200 € plus les intérêts légaux correspondants, ainsi que la demande de mesures conservatoires sur la société pendant la durée de la procédure. Ce qui bloque effectivement toute manœuvre qu'ils essaieraient de faire avec cette structure avant la résolution judiciaire. S'il y a un bien en cours d'acquisition, comme le suggère la compte de réservation que vous avez documentée, cette opération est gelée à partir du moment où le tribunal accepte la requête. J'ai écouté tout cela avec la même attention que j'écoutais les rapports des juges lorsqu'ils lisaient mes expertises au tribunal, sans interrompre, en notant l'essentiel. J'ai besoin que vous veniez la semaine prochaine pour signer les documents de représentation et revoir la plainte avant que nous ne la déposions, a continué Alain. Nous devons également faire certifier l'analyse comptable par un notaire pour qu'elle ait une validité procédurale totale. Mardi matin, ai-je dit. Parfait, à 10 heures. J'ai raccroché. Je suis resté un instant avec le téléphone à la main, pensant à la logistique de ce qui allait arriver. C'est ainsi que ma tête traite les émotions quand elles sont trop grandes pour être abordées directement, en les transformant en une liste d'étapes ordonnées avec leurs échéances respectives et les parties responsables. J'ai appelé Marc le soir même. Je lui ai tout raconté en détail pour la première fois. Jusque-là, je ne lui avais donné que les éléments nécessaires pour qu'il puisse aider sans en faire le dépositaire d'un fardeau qui n'était pas le sien. Mais la SARL, le nom de Germain comme copropriétaire, la compte de réservation sur un bien inconnu, la requête simultanée de divorce et de restitution des biens. Tout cela méritait une vraie conversation, pas un simple résumé fonctionnel. Marc a écouté pendant 15 minutes sans dire un mot. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. Quand as-tu besoin que je t'accompagne chez le notaire? C'était du Marc tout craché. Pas de drame, pas de commentaire émotionnel que quelqu'un d'autre aurait mis en avant. Directement à ce qui était utile. Mardi, si tu peux. J'y serai. Le lundi, avant la réunion avec Alain, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis le début de tout cela. Non pas parce que c'était techniquement difficile, mais parce que le formaliser signifiait franchir un seuil qui, jusqu'à ce moment-là, était encore théoriquement réversible, même si en pratique, il l'était depuis des semaines dans ma tête. J'ai réorganisé mes actifs financiers personnels. Indépendamment de notre compte joint, j'avais 2 comptes d'épargne à mon nom exclusif et un portefeuille de fonds d'investissement que j'avais constitué au fil des ans avec les revenus de mon activité professionnelle indépendante. Rien de tout cela ne faisait partie du régime de la communauté de biens, mais il était nécessaire que leur statut soit parfaitement documenté avant le début de toute procédure judiciaire, afin d'éviter la confusion ou des réclamations abusives lors de la phase de liquidation des biens communs. J'ai passé l'après-midi de lundi à la banque avec les relevés mis à jour de toutes les positions et la documentation correspondante, j'ai signé les papiers que le directeur m'a présentés et je suis parti avec 3 certifications sous le bras. Mardi à 10 heures, j'étais au bureau d'Alain. À 10h20, Marc est arrivé. Il s'est présenté à Alain avec sa concision caractéristique, lui a serré la main avec la fermeté de quelqu'un qui est venu faire quelque chose de concret, et s'est assis à côté de moi avec son manteau encore sur le dos, car le bureau d'Alain est toujours un peu froid. Un détail que j'ai remarqué sans savoir exactement pourquoi je le remarquais. Alain a lu les points principaux de la requête à voix haute, a expliqué la stratégie procédurale et a répondu aux 2 questions que j'avais sur les délais d'admission et la notification à Valérie. Puis il a sorti les documents de représentation et de témoignage. Marc a signé en tant que témoin sur 2 d'entre eux. Il l'a fait avec le même calme qu'il met à faire tout le reste, sans que sa main ne tremble d'un millimètre, avec une date et une signature qu'il utilise depuis que je le connais. Quand il a fini, il a posé le stylo sur la table et m'a regardé pendant un moment. Il n'a rien dit à cet instant. Il a gardé le geste pour plus tard. Plus tard, dans le parking de l'immeuble, 15 minutes après, alors que nous marchions tous les 2 vers nos voitures dans le silence frais d'un matin de novembre, Marc s'est arrêté près de sa voiture, a sorti ses clés, et avant d'ouvrir la porte, a dit sans se tourner complètement vers moi. Tu fais ce qu'il faut. 5 mots. Aucune explication. Pas sur le ton de quelqu'un qui a besoin de convaincre qui que ce soit, juste l'affirmation directe de quelqu'un qui te connaît depuis 30 ans et qui, à ce moment-là,
a décidé que ces 5 mots étaient exactement ce qu'il fallait. Je l'ai remercié, je suis monté dans ma voiture et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai conduit pour rentrer chez moi sans ressentir le poids habituel qui s'était installé dans ma poitrine depuis la nuit de notre anniversaire. La requête a été déposée auprès du tribunal de grande instance. 3 jours plus tard, Alain m'a confirmé le dépôt par message à 17 h, admis pour traitement, mesures conservatoires demandées. Notification à la partie adverse dans les prochains jours, selon les disponibilités du tribunal. La partie adverse, c'était Valérie. Son avocat recevrait les coordonnées de mon avocat dans les 48 heures. Pendant que tout cela se passait dans les bureaux et les dossiers du tribunal, à la maison, la vie continuait avec la même apparence que toujours. Valérie cuisinait, regardait la télévision, répondait aux messages sur son téléphone avec l'écran incliné hors de mon champ de vision, dormait à côté de moi avec la respiration régulière de quelqu'un qui ne souffre pas d'insomnie. Et puis le mercredi soir est arrivé. Nous terminions de dîner. Valérie a débarrassé son assiette, est allée dans la chambre un instant, et est revenue avec quelque chose à la main. Elle l'a posé sur la table à côté de mon verre avec un petit sourire. C'étaient 2 feuilles imprimées. Je les ai regardées sans les toucher. Des billets, a-t-elle dit. Pour le nouvel an, j'ai trouvé une offre pour une maison d'hôte à la montagne. 2 nuits, pension complète. Je me suis dit que ça nous ferait du bien de déconnecter un peu après toute cette année. Je les ai regardés, puis je les regardais. Le sourire qu'elle affichait était tout à fait sincère, sans aucune trace de malaise ou d'artifice. Le sourire de quelqu'un qui a planifié une petite surprise agréable pendant des semaines, et qui, à ce moment-là, attend une réponse réciproque. Quelle gentille attention, ai-je dit. J'ai pris les billets, je les ai pliés soigneusement, je les ai mis dans la poche de mon pantalon et j'ai continué à dîner, comme si la conversation s'était conclue naturellement. Valérie a souri une fois de plus, a ramassé le reste des assiettes et est allée dans la cuisine. Je suis resté assis à la table vide avec ses billets dans ma poche et l'action en justice déjà déposée au tribunal, pensant que dans quelques jours, Valérie recevrait une notification qui rendrait ce voyage à la montagne complètement inutile, et qu'elle ne le savait pas encore. Mais cela allait changer. La notification du tribunal est parvenue à Valérie un jeudi après-midi, remise par un huissier de justice à notre domicile commun à 16 h 20. J'étais au bureau quand c'est arrivé. Je l'ai su parce qu'Alain m'a envoyé un message de confirmation à 17 h 10, notifié. Le tribunal a enregistré la signification. À partir de maintenant, elle a 15 jours ouvrables pour comparaître avec son propre avocat. Je suis arrivé à la maison à 19 h 15. L'entrée était dans la pénombre et la lumière de la cuisine était allumée, ce qui signifiait que Valérie était là. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai accroché au porte-manteau habituel et je suis allé directement dans la chambre. Je me suis changé calmement. J'ai mis le costume bleu foncé, le même que j'avais porté pour le déjeuner avec Sophie. J'ai ajusté ma cravate devant le miroir. J'ai sorti du tiroir inférieur du classeur les 2 enveloppes qu'Alain avait préparées, avec sa signature et le sceau du notaire. Je les ai placées sous mon bras et je suis descendu dans la cuisine. Valérie était debout près du comptoir, un verre d'eau à la main. Quand elle m'a vu sur le pas de la porte portant le costume, l'expression de son visage a changé en une fraction de seconde. Ce n'était pas un changement dramatique. C'était le changement minime, involontaire, de quelqu'un qui reçoit une information visuelle qui ne correspond pas au contexte et qui a besoin d'un instant pour la traiter. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Nulle part » ai-je répondu. Je me suis approché de la table de la cuisine, la table où nous avions pris des milliers de petits déjeuners, où Sophie avait fait ses devoirs pendant des années, où j'avais relu des dossiers lors des nuits blanches de travail accumulées. Je me suis assis sur ma chaise habituelle, celle face à la fenêtre. J'ai posé les 2 enveloppes sur la nappe avec la même précision qu'on dépose un document devant un tribunal, l'une à côté de l'autre, orientée vers le côté où Valérie avait sa chaise. Elle a regardé les enveloppes, puis m'a regardé. « Assieds-toi, s'il te plaît » ai-je dit. Le ton n'était pas celui d'une supplique. C'était l'indication directe de quelqu'un qui sait déjà comment les prochaines minutes vont se dérouler et qui a décidé qu'elle se ferait selon l'ordre qu'il détermine. Valérie a posé le verre sur le comptoir et s'est approchée lentement de la table. Elle s'est assise. Ses yeux n'ont pas quitté les enveloppes. Celle de droite, ai-je dit, est la notification de la requête en divorce contentieux que j'ai déposée au tribunal de grande instance il y a 3 jours. Tu en auras déjà reçu la copie officielle cet après-midi par l'huissier de justice.
Ce n'est donc pas une surprise en termes de procédure. C'est simplement la copie que je veux que tu gardes. Valérie n'a pas parlé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, et il y avait une immobilité dans son corps qui n'était pas de la sérénité, mais la paralysie spécifique de quelqu'un qui reçoit ce qu'il espérait ne jamais voir se concrétiser. Celle de gauche, ai-je continué sur le même ton. Contient le rapport d'expertise comptable que j'ai préparé sur les mouvements du compte joint entre août d'il y a 2 ans et octobre dernier. 43 200 € virés en 26 mois sur un compte associé à une société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine et d'investissement immobilier dont la copropriété, à hauteur de 49%, appartient à Germain Delcourt. Le nom est tombé dans le silence de la cuisine avec la précision de quelqu'un qui a attendu le moment exact pour le prononcer. Au même instant, la couleur a disparu du visage de Valérie, progressivement, mais de façon tout à fait visible, comme lorsque la lumière d'une pièce faiblit lentement jusqu'à devenir très faible. Laurent, Laisse-moi finir. Elle s'est arrêtée. La requête comprend une action en restitution de biens pour le montant total, plus les intérêts légaux correspondants. Le tribunal a admis la demande de mesures conservatoires sur la société. Ce qui signifie que toute opération d'achat et de vente liée à cette structure est bloquée pendant la durée de la procédure. Mon avocat contactera le tien avant vendredi. J'avais fini de parler. Il y a eu un silence de 4 ou 5 secondes dans lequel le seul son était le bruit assourdi de la circulation dans la rue, 3 étages plus bas, complètement indifférent à ce qui se passait dans cette cuisine. Puis Valérie a parlé. Elle a commencé par le déni. Elle a dit qu'il y avait un malentendu, que les chiffres que je citais n'étaient pas ce que je pensais qu'ils étaient. Que l'entreprise était un investissement légitime qu'elle avait lancé avec ses propres ressources et que Germain n'était qu'un partenaire professionnel qu'elle avait rencontré par le biais d'un contact de travail. Elle l'a dit vite, avec l'urgence de quelqu'un qui construit une version à la volée et qui a besoin que les mots sortent avant que l'autre n'ait la chance de l'interrompre. Je l'ai écouté sans bouger. Puis autre chose est arrivée. Sa voix s'est brisée à un point imprécis de son discours, et ce qui a suivi était différent. Elle m'a dit que je n'avais jamais été vraiment présent, que pendant des années elle avait vécu avec un homme dont la véritable attention était toujours ailleurs. Qu'elle avait essayé de me parler à de multiples reprises et que j'avais répondu avec le même geste de quelqu'un qui enregistre une information sans la traiter. Qu'elle s'était sentie invisible dans son propre mariage pendant un temps que je n'aurais pas pu calculer parce que je n'y avais pas prêté assez d'attention pour le noter. Certains de ces mots m'ont atteint. Je ne dirais pas le contraire, car il y avait une part de vérité en eux, partielle et déformée par la situation, mais une part de vérité tout de même. J'avais trop travaillé. J'avais été trop enfermé dans mon propre monde professionnel au cours de périodes qui, aujourd'hui, avec la perspective que le temps et la distance apportent, je reconnaissais comme des moments où quelqu'un à mes côtés aurait pu avoir besoin de plus que ce que je donnais. Mais ce n'était pas une justification. C'était une explication. Et les explications ne restituent pas 43 200 € ni n'effacent 2 ans et 3 mois d'une opération planifiée avec la froideur de quelqu'un qui décide que l'autre ne mérite même pas l'honnêteté d'une conversation. Quand Valérie a fini, la cuisine est retombée dans le silence. Je l'ai regardée pendant un instant. Il y a des gens que vous avez sincèrement aimés pendant des décennies et qui, à un moment donné, apparaissent devant vous d'une manière si différente de tout ce que vous pensiez savoir d'eux que la distance entre les deux versions devient impossible à combler. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas du mépris. C'est quelque chose de plus froid et de plus définitif que les deux. La compréhension que la personne devant vous et la personne que vous pensiez avoir devant vous n'ont jamais été exactement la même. Je me suis levé de ma chaise. Les documents restent ici, ai-je dit en désignant les enveloppes. Appelle un avocat avant vendredi. À partir de maintenant, toutes les communications entre nous passent par nos représentants légaux respectifs. Valérie m'a regardé avec une expression qui mêlait l'épuisement à quelque chose qui aurait pu être de l'incrédulité. Comme si, jusqu'à ce moment-là, une partie d'elle s'était accrochée à la conviction qu'il y avait une issue de secours que je n'avais pas complètement fermée. Il n'y en avait aucune. J'ai ramassé le porte-document que j'avais laissé près de la porte de la cuisine en entrant, j'ai traversé le couloir et je suis allé dans la chambre d'amis, qui à partir de ce soir-là est devenue ma chambre. J'ai fermé la porte doucement. Je ne l'ai pas claquée. Ce n'était pas la peine. La force de ce qui venait de se passer ne dépendait pas du volume avec lequel une porte était fermée, mais de la solidité irréfutable de 52 pages d'analyse d'expertise, d'un rapport d'enquête privée signé et d'une action en justice admise pour traitement. Je me suis assis sur le bord du lit.
La pièce sentait le renfermer, cette odeur des espaces qui n'ont pas été utilisés pour vivre depuis longtemps. J'ai appuyé mes coudes sur mes genoux et je suis resté ainsi un moment dans le noir, avec le bruit étouffé de la rue qui filtrait par le volet à moitié baissé. Je n'ai pas ressenti de soulagement, ni la satisfaction que l'on s'imagine parfois en pensant au moment où les choses se remettent enfin à leur place. J'ai ressenti l'épuisement propre de quelqu'un qui a fini de faire quelque chose qu'il ne voulait pas avoir à faire, mais qui était la seule chose qui restait à faire. Et cela, à sa manière, c'était suffisant. La procédure contentieuse a duré 7 mois et 4 jours. Je le sais parce que je l'ai noté. Non par obsession pour les délais, mais parce que c'est le genre de données qu'un homme comme moi enregistre automatiquement, de la même manière qu'il note la date de remise d'un rapport ou le numéro de dossier d'une mission judiciaire. 7 mois et 4 jours. Du dépôt de la plainte jusqu'au jugement définitif du tribunal de grande instance. Pendant ce temps, j'ai vécu dans la chambre d'amis de ce qui avait été mon foyer pendant 22 ans. Ce n'était pas une décision particulièrement confortable ou inconfortable. C'était simplement la décision pratique de quelqu'un qui a besoin de maintenir une routine fonctionnelle pendant qu'une procédure judiciaire suit son cours, et qui préfère l'inconfort connu d'un petit espace à l'alternative d'abandonner le domicile familial prématurément. Ce qu'Alain m'avait expressément déconseillé en raison des implications que cela pourrait avoir dans la phase de liquidation des biens. Valérie et moi nous croisions dans la cuisine le matin avec la politesse froide de deux personnes qui partagent un espace mais qui ne partagent plus rien de ce qui donne un sens à ce fait. Peu de mots, aucun inutile. Le genre de cohabitation qui est plus épuisante que n'importe quelle dispute ouverte, précisément parce qu'elle exige une attention constante pour ne franchir aucune limite, dans aucune direction. Alain a géré la procédure avec la solidité que j'attendais de lui. Le rapport d'expertise que j'avais préparé a été intégré comme preuve documentaire et n'a pas pu être réfuté avec succès par l'expertise présentée par l'avocat de Valérie, qui a tenté de faire valoir que les virements correspondaient à un investissement légitime réalisé avec des fonds personnels. Le tribunal a rejeté cet argument sur 4 de ses 5 points principaux, en s'appuyant précisément sur la méthodologie que j'avais appliquée pour documenter la cadence et le schéma des écritures. C'était la première fois de ma vie qu'un rapport d'expertise dont j'étais l'auteur était évalué par un juge dans une procédure où j'étais partie prenante. Il y a quelque chose d'étrangement circulaire là-dedans, que je trouve encore difficile à expliquer avec précision. Le jugement a établi la dissolution du mariage pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation du régime de la communauté de biens selon l'évaluation patrimoniale convenue, et a ordonné à Valérie de restituer le montant intégral de 43 200 €. Plus les intérêts légaux correspondants pour la période de disposition abusive, payable en mensualité sur une période de 5 ans. La SARL a fait l'objet de mesures conservatoires qui ont bloqué l'opération d'achat immobilier en cours. Germain Delcourt a reçu notification des mesures pesant sur l'entreprise dont il était copropriétaire par le biais de son propre représentant légal. Alain m'a appelé quand le jugement a été rendu définitif. Il a seulement dit « c'est résolu ». 3 mots qui venaient clore 7 mois. 28 ans d'une carrière professionnelle mise au service de soi-même pour la première fois, et 30 ans d'une vie qui a dû être réorganisée depuis ses fondations. 2 semaines après le jugement, j'ai loué un appartement dans le quartier où j'ai grandi en banlieue parisienne, à Aubervilliers, à 4 pâtés de maison de l'immeuble de mes parents. Dans un immeuble des années 70 avec une entrée en carrelage blanc qui ne ressemblait en rien à l'appartement que j'avais partagé avec Valérie, et pour cette raison même, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Un espace sans mémoire superposée, sans le poids accumulé de tout ce qui s'était passé entre ces murs. Je l'ai meublé avec l'essentiel. La lampe articulée verte, que j'avais personnellement récupérée le jour où j'étais allé chercher mes affaires dans la maison familiale, a été la première chose que j'ai installée. Je l'ai posée sur un nouveau bureau, je l'ai branchée, je l'ai allumée. Elle fonctionnait comme toujours. Il y a des objets qui restent exactement ce qu'ils sont, indépendamment de tout ce qui change autour d'eux. Et ce genre de constance a une valeur qui n'est pas toujours reconnue tant que tout le reste n'a pas basculé. Marc et moi avons repris notre habitude de prendre un café le jeudi matin au même endroit que d'habitude. La première fois que nous nous sommes assis à cette table après que le jugement a été rendu, il a commandé 2 cafés, a posé son porte-documents par terre et m'a regardé directement. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien, ai-je dit. Et c'était vrai. Même si c'était une vérité encore incomplète, le genre de vérité qui nécessite du temps pour être pleinement remplie. Il a hoché la tête, a pris son café, et nous avons continué à parler de travail, ce qui était la manière la plus honnête que nous connaissions tous les deux de dire que la vie continuait.
Sophie a essayé de me contacter à 3 reprises au cours des mois suivants. D'abord par message, puis par téléphone. La 3e fois, elle est apparue à la porte de mon appartement un dimanche midi sans prévenir, avec un sac de fruits et cette expression de quelqu'un qui a répété pendant des jours ce qu'il va dire, et qui, au moment de le dire, n'est plus sûr que les mots préparés soient toujours les bons. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai offert un café. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Sophie a parlé pendant un moment avec sincérité, elle a reconnu ce que son silence avait signifié. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que tout soit exactement comme avant, mais qu'elle ne voulait pas perdre son père. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, et quand elle a eu fini, j'ai dit la chose suivante. La chose la plus honnête que je puisse transmettre sur ce que cette histoire a laissé en moi. Je ne t'ai pas perdu en tant que fille, mais la place que tu occupais avant n'existe plus de la même manière. Et prétendre que c'est le cas, ce serait te mentir et me mentir à moi-même. On peut construire à partir de maintenant. Repartir de zéro. Et tu définiras ce zéro par ce que tu feras. Pas par ce que tu diras. Sophie a hoché la tête. Elle est repartie avec le sac de fruits que je lui ai rendu. Et quand la porte s'est refermée, je suis resté dans le couloir un instant en silence. Sans tristesse et sans soulagement facile. Juste avec la clarté de quelqu'un qui vient de dire à voix haute quelque chose qui était vrai en silence depuis des mois. S'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, et je dis cela pour quiconque vit actuellement quelque chose de similaire et ne sait pas encore s'il a la force d'affronter ce qu'il a devant lui, c'est ceci, l'expérience accumulée pendant des décennies n'est pas un fardeau. C'est le seul outil que personne ne peut vous enlever. Même s'ils pensent que le temps vous a rendu prévisible. Ils m'ont sous-estimé parce que j'avais été prévisible pendant 30 ans, et ce fut leur erreur la plus coûteuse. Le premier dimanche dans le nouvel appartement, je me suis levé à 8 heures. J'ai préparé du café dans la cafetière italienne que j'avais achetée cette semaine-là. Je me suis assis près de la fenêtre avec la tasse entre les mains et j'ai écouté les bruits du matin dans ce quartier que je connaissais depuis l'enfance, le bruit du marché sur la place, les pigeons sur la corniche de l'immeuble d'en face, le moteur d'une voiture qui démarrait dans la rue. Sur le rebord de la fenêtre, j'avais placé, sans y penser comme à un geste délibéré, une rose blanche dans un verre d'eau. Je l'avais achetée la veille au stand de fleurs du marché, simplement parce que le nouvel appartement avait besoin de quelque chose de vivant. Mais pendant que je buvais mon café et que je regardais cette rose blanche dans le verre, j'ai pensé au bouquet que j'avais laissé sur la table du restaurant le soir de l'anniversaire. Aux pétales qui commençaient à se replier vers l'intérieur pendant que j'attendais quelqu'un qui avait choisi de ne pas venir. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé entre cette nuit-là et ce dimanche matin. Les relevés, l'enveloppe Kraft, le parking de Montreuil, les 2 enveloppes sur la nappe de la cuisine, le jugement final, la lampe verte allumée jusqu'à 4 heures du matin. 30 ans à construire quelque chose. Et puis, ce dimanche matin, une tasse de café, une rose blanche dans un verre d'eau, et le silence d'une maison qui, pour la première fois depuis longtemps, pesait exactement ce qu'elle devait peser. Quand vous avez fait ce que vous deviez faire, pas ce que vous vouliez faire, ce que vous deviez faire. Il y a une différence entre les deux que l'on ne comprend pleinement que lorsqu'on a dû la vivre.